Bonjour à toutes et tous. Bonjour Lila. Bonjour Justine. Comment ça va? Ça va bien, un peu fatiguée, mais c'est l'été, c'est chouette. T'es fatiguée parce qu'on vient de finir les Jeux de Paris 2024. On est le 12 août, le 13 août on est, 2024. Comment ça s'est passé pour toi, ces Jeux olympiques? C'était une super séquence déjà à titre personnel parce que j'ai eu la joie et l'honneur de porter la flamme olympique le 14 juillet avec les agents de la ville de Paris. Donc ça, c'était très très fort. Et aussi d'y participer d'un point de vue opérationnel parce qu'on a porté le sujet du zéro plastique auprès des délégations, des médias, aussi auprès des sites de festivités de la ville de Paris. On s'est assuré qu'il y avait vraiment zéro plastique dans les 17 sites de festivités à Paris, ce qui est le cas. Donc vraiment d'être au cœur des Jeux, c'était une grande chance, mais c'était bien fatigant. Ouais. Ouais, j'imagine. Puis du coup, au cœur des Jeux, comme tu l'as dit, à la fois d'un point de vue personnel en tant que spectatrice et d'un point de vue professionnel, on y reviendra là-dessus sur ce qui a été fait. Peut-être avant de venir sur ce qu'a fait la ville et sur ce que toi tu as pu faire pendant les Jeux en faveur de la sortie des plastiques à usage unique. Une petite question qu'on est nombreux à se poser. On a beaucoup entendu parler de plastique pendant les Jeux, on a vu beaucoup d'images circuler sur les réseaux sociaux. Celles et ceux qui sont allés sur les sites l'ont constaté également. On avait quand même pas mal de plastique qui était présent. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais nous expliquer ces écarts et pourquoi est-ce que on a eu autant de plastique? Alors oui, il y a eu du plastique sur les sites de compétition, certains sites de festivités. En fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que les Jeux ont lieu à Paris, mais aussi dans plein d'autres villes, en dehors de Paris, à Lille, à Marseille, à Tahiti. Et il y a un comité d'organisation qui s'appelle Paris 2024 qui organise ces Jeux et qui l'ont très bien organisé depuis. Du coup, on a vu le résultat. Et ces Jeux, ils sont organisés avec des partenaires olympiques qu'on ne choisit pas, des partenaires olympiques qui sont dits mondiaux ou premium selon le degré de partenariat. Et sur les boissons fraîches, on a un partenaire olympique depuis 1924 qui s'appelle Coca-Cola. Alors, il faut savoir que la ville de Paris, même si les Jeux de Paris 2024 n'organisent pas les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. C'est vraiment le comité d'organisation et qui est en lien avec ces partenaires-là. Nous, la ville de Paris, on a eu à cœur sur le territoire parisien, vraiment je dis sur le territoire parisien et sur les sites qu'on organisait, donc les sites de festivités dans les arrondissements, à Hôtel de Ville, le centre des médias de la ville de Paris, on était vraiment zéro plastique à usage unique sur la boisson et la restauration. Après, sur les sites qui sont gérés par le comité d'organisation Paris 2024, on a eu beaucoup de discussions pendant 2 ans avec Paris 2024 et Coca-Cola pour réduire au maximum. Alors nous, l'ambition, on voulait faire du zéro à Paris, zéro plastique à usage unique sur les sites de compétition. On a réussi à obtenir 8 sites de compétition sur 11 équipés en fontaine à soda. Donc les autres sites étaient en bouteilles en plastique recyclées versées dans des éco-cups. Et ça, à raison, je comprends que cette image, elle choque. Il aurait mieux valu assumer l'économie circulaire, c'est-à-dire on a une part de plastique recyclé qu'on recycle parfaitement et une transition vers la réduction, parce que quand même il faut saluer ça, c'est que Coca-Cola a quand même investi dans 700 fontaines à soda pour l'ensemble de ces Jeux, 254 à Paris, et juste à Paris, ça va éviter 1,25 million de bouteilles plastiques. Alors l'image, elle est pas parfaite sur les sites de compétition. Loin de là, mais il y a déjà un move qui était vraiment intéressant là-dessus. Ok. Beaucoup plus clair. Et je pense qu'on reviendra dessus après sur ce fameux périmètre, c'est-à-dire on a tendance à penser que à partir du moment où une ville accueille et décide aussi d'être ville hôte, elle a un peu la liberté de pouvoir interdire, de pouvoir. Mais en fait, on se rend compte que non, son périmètre d'action reste celui d'une municipalité. Et par ailleurs, ça rejoint ce qui est très intéressant. Comment est-ce qu'on définit les différentes échelles d'action, et les Jeux olympiques et paralympiques sont arrivés là pour la ville comme un accélérateur. Mais l'action n'était pas concentrée que sur ça. Vous l'avez compris avec cette petite introduction. Toi, ton truc à toi, c'est de trouver, de promouvoir les alternatives au plastique à usage unique. T'es chef de mission de sortie des plastiques à usage unique pour la ville de Paris. C'est toi qui mène cette ambition. Et c'est comme ça que on s'est rencontrés. Ça fait du coup maintenant 3 ans
que l'on travaille ensemble. Un projet qu'on prend beaucoup de plaisir à faire. Pour celles et ceux qui suivent un peu les actualités de Circulab, vous voyez sûrement beaucoup d'infos sur le plastique qui passent sur nos comptes LinkedIn et sur notre site internet. Et cette fois-ci, je me suis dit, et si on passait dans un cadre un petit peu différent, un environnement un petit peu différent. Et du coup, je souhaitais te proposer de passer derrière le micro pour nous raconter ce qu'il y a derrière cette ambition et surtout pour que tu puisses aussi nous dire les freins que tu rencontres, nous expliquer aussi comment est-ce que toi tu trouves la force et les idées pour mener à bien ce projet-là. Donc j'en ai déjà dit pas mal, mais on va revenir un petit peu à la genèse et à la question de base qu'on pose systématiquement. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, Lila Durix, s'il te plaît? Merci Justine. Déjà, merci de l'opportunité de papoter autour de ce micro et de partager un peu plus en détail sur cette belle aventure qu'on partage ensemble. Donc du coup, Lila Durix, ça fait 3 ans que je suis à la ville de Paris sur ce super projet de réduction des plastiques à usage unique. Auparavant, j'ai fait 2 ans et demi dans une grande entreprise de l'agroalimentaire où j'étais en charge de la RSE, de la politique emballage de l'entreprise. Donc c'était très axé recyclage, mais il y avait aussi beaucoup d'innovation sur le réemploi et la réduction. Et avant ça, j'étais en cabinet d'élus à la ville de Paris, et dans une première vie, j'étais dans l'humanitaire sur le terrain. Donc vraiment avec des passages et des visions très différentes professionnellement. Et aujourd'hui, alors, quel est ton rôle à la ville de Paris? Alors, à la ville de Paris, je suis basée à la direction de la transition écologique et du climat. C'est une direction qui est assez jeune, qui a 2 ans maintenant. Et au sein de cette direction, j'anime l'ambition zéro plastique à usage unique et aussi l'événementiel éco-responsable. Et cette mission, elle a été crantée dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et pour faire un peu la genèse, c'est dès la candidature des Jeux que la maire de Paris a souhaité porter cette ambition d'accueillir des Jeux différemment, avec un héritage de long terme pour les Parisiens et les Parisiennes, pour le territoire parisien. Donc c'est dès 2019. On a les Jeux en septembre 2017. On reçoit les Jeux de Paris 2024. On sait qu'on les accueille en septembre 2017 et en 2019, la ville de Paris publie un document qui s'appelle Transformation olympique, dans lequel on a 20 mesures pour transformer Paris grâce aux Jeux olympiques et paralympiques. Et parmi ces 20 mesures, il y a l'accessibilité, la pratique sportive. Maintenant, il y a beaucoup de cours sportifs gratuits le dimanche, la réussite éducative, et il y avait cette ambition de zéro plastique à usage unique. Donc, comment on rend cette ambition concrète en quelques années? Voilà. Ok. Et donc toi, c'est animer toute cette animer ou en tout cas mener à bien tout ce travail-là, le rendre le plus visible possible, le plus opérationnel possible. Un petit peu en quelques mots avant de revenir à précisément les actions de la ville. Pourquoi est-ce que le plastique à usage unique, on comprend que ça fait partie de l'héritage, mais alors pourquoi le plastique à usage unique? Ah, c'est une bonne question. Alors le plastique, sans en faire un cours, on le sait tous, et je pense que les auditeurs ont bien conscience de ça. On a un problème de pollution des écosystèmes sur le plastique, mais peut-être qu'on ne sait pas qu'au-delà, on a tous l'image de la pollution marine, des écosystèmes, de la faune et de la flore qui sont affectés par les plastiques, mais aussi une pollution des milieux aquatiques. Il y a des plastiques, des microplastiques dans l'eau qu'on boit, que ce soit de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet. Dans l'air qu'on respire, parce qu'il y a des particules plastiques qui sont relâchées par les pneus, la pneumatique dans les métros, par les vêtements qu'on porte. Donc il y a déjà un problème de pollution des écosystèmes environnementaux qui est assez fort. Un problème de santé aussi, parce que le plastique, donc c'est une matière, ce sont des polymères avec des additifs, et la recherche scientifique n'arrête pas vraiment. C'est tous les mois on a des éléments qui montrent on sait déjà qu'on ingère du plastique au quotidien, qu'on le veuille ou non, mais on en a dans les cellules, dans les poumons, dans les intestins. On a même retrouvé dans le placenta des enfants, des enfants en fait. Donc c'est vraiment un problème aussi de santé chimique, ouais. Ouais. Ok, ça donne envie en tout cas, sympa. Ok, il y a ça, il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien aussi. La ville a adressé au-delà de l'usage unique. Je crois que ça fait un moment que la ville travaille sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens, notamment dans les crèches, etc., avec le matériau. Et ensuite, vous êtes, la ville s'est aussi saisie, ou cela dit, c'était quand même un petit peu avant. Aujourd'hui, il y a un contexte quand même favorable au niveau français,
au niveau européen. Ça bouge aussi au niveau international. Mais la ville a souhaité prendre un petit peu d'avance parce que 2019, tu nous parles de la transformation olympique. La loi AGEC, c'était un petit peu après. Oui, en février 2020 et effectivement la ville a pris le pari d'emblée de partir sur de la réduction du plastique à usage unique, donc dans le triptyque de l'économie circulaire. Si on simplifie au maximum, donc il y a l'idée de réduire au maximum notre empreinte environnementale, réduire les ressources qu'on emploie, les déchets qu'on produit. Si on n'arrive pas à réduire, on réemploie. Si on n'arrive pas à réduire et réemployer, on recycle. Nous, on est vraiment parti bille en tête sur la réduction maximum du plastique à usage unique et de trouver des solutions à ça, parce que j'ai oublié de le préciser, le plastique à usage unique en fait c'est juste un symptomatique de tous les enjeux de transition écologique du territoire parisien, parce que le plastique aussi c'est production du carbone, de la pollution aussi des canaux, de l'espace public. Donc il y avait vraiment une action non pas à réemployer cette matière mais à la réduire de manière drastique, notamment grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on l'a fait sur 3 niveaux: l'accueil des Jeux, le territoire parisien et aussi dans les services de la ville de Paris. On a 60 000 agents, donc comment dans nos achats, nos pratiques au quotidien, on réduit notre usage du plastique. Et du coup, on va donner des exemples, parce que j'aime beaucoup les exemples et que moi, je les ai en tête parce que ça fait depuis 2020 qu'on va sur le sujet, mais j'aimerais bien les partager. Tu parles des Jeux Olympiques, donc on pense plutôt à ce que tu nous as dit en introduction. Ouais. Qu'est-ce que vous, la ville, vous avez permis de mettre en place comme alternative pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui, du coup, arrivent d'ici quelques jours? Alors du coup, déjà dans les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'ambition c'était d'accueillir les spectateurs, les visiteurs, les Parisiens, qu'on puisse célébrer ces Jeux sans plastique à usage unique sur la boisson et la restauration. Donc on s'est concentré là-dessus. Pourquoi? Parce que ça génère beaucoup de déchets sauvages, de déchets sur l'espace public. Donc on est parti en négociation avec ce partenaire olympique sur les boissons fraîches. On a refusé d'emblée la solution de la bouteille en plastique recyclée. Même si la bouteille en polyéthylène terephthalate est un polymère qui se recycle parmi les mieux, il se recycle de manière limitée. On peut pas recycler aujourd'hui de manière infinie, malgré toutes les promesses des industriels, la bouteille plastique. Donc pour nous, c'est d'écarter d'emblée le recyclage, même si ça fait partie de l'économie circulaire, et de les pousser sur des solutions vraiment de réduction drastique. On écarte aussi les alternatives type les canettes de soda, parce que pour 2 raisons. Déjà, la canette, elle contient déjà une couche de plastique à l'intérieur et une petite laque à l'extérieur, donc c'est pas intéressant, ça reste un plastique à usage unique. Et l'empreinte, alors si on prend l'empreinte carbone de la canette, mais c'est une catastrophe en fait. Puis, donc on peut pas tout switcher en canette. Les briques, alors on voit aussi beaucoup de briques d'eau, de briques de jus en alternative au plastique. La brique c'est même pire en fait, c'est du carton, de l'aluminium et du plastique, ça se recycle super mal. Donc vraiment on est parti sur la réduction. La réduction, comment on l'a fait, c'est du grand format. Donc avec par exemple l'exemple de la fontaine à soda est très intéressant, c'est qu'on a une poche de plastique de sirop très concentré à laquelle on ajoute de l'eau de ville et une cartouche de gaz et on recrée le soda. Donc cette poche de sirop va faire une réduction. Donc la poche de sirop elle est quand même en plastique, mais par rapport à éviter des centaines de bouteilles, on a une poche de 200 grammes, on a quand même un gain en poids qui est hyper intéressant. L'autre option, c'est le réemploi. Donc on a des bouteilles en verre en réemploi donc chez ce partenaire boisson qui existe de manière historique. Donc ces 2 solutions qui ont été déployées à Paris, alors je parle bien du territoire parisien, dans 8 sites de compétition sur 11 à Paris et puis alors après sur les sites de festivités de la ville de Paris. On a 17 sites de festivités, donc à Hôtel de Ville et aussi dans les arrondissements. On a fait beaucoup appel à des commerçants locaux. Et là, les commerçants locaux, c'est compliqué pour eux de déployer des fontaines à soda parce que c'est des grosses machines, ça demande de l'équipement, difficile d'investir là-dessus. Donc c'est de la réduction, on va dire low-tech, c'est-à-dire au lieu de servir des petites bouteilles de 33 centilitres ou des canettes ou des 50 centilitres, on va demander de servir à partir de bouteilles de 2 litres ou 1,5 litre. Donc c'est une réduction qui est moindre, mais toujours c'est intéressant, c'est de faire le geste du grand format, de l'économie un peu de la matière, et ça coûte rien en fait même pour les commerçants. Donc c'est du low-tech, c'est facile à mettre en place. Donc c'est ça qu'on a demandé. Sur le côté après boisson, évidemment, c'est
d'avoir des gobelets réutilisables, donc en plastique mais réutilisables, qu'on va laver plusieurs fois. Sur les sites de festivités de la ville de Paris, les gobelets sont neutres, c'est-à-dire ils sont blancs, sont moches pour qu'on puisse consigner. Sur les sites olympiques de compétition, ils ont fait le choix de gobelets collecteurs, mais ils sont également consignés. Après, on peut s'interroger sur l'effectivité aussi de ce qui est très important, c'est le geste de retour, favoriser le geste de retour. Réutilisable, réutilisé. Exactement, c'est-à-dire qu'on les ramène effectivement et que ce soit pas des gobelets collecteurs. Voilà, donc là c'est toute la différence qui est pas simple à comprendre entre les sites opérés par la ville de Paris et les sites opérés du coup par le comité d'organisation. Et sur les sites de la ville de Paris aussi, la vaisselle est complètement réutilisable et elle est moche aussi, on l'assume, consignée, mais parce que l'objectif c'est pas de la garder cette vaisselle, c'est de la rendre pour qu'on puisse la laver et la réutiliser. Donc ça c'est ce qu'on a fait dans le cadre des jeux. Et j'oubliais alors un point important, mais qui nous semble la base, mais c'est le geste de la gourde. Exactement. Alors à Paris, on a une super eau qui s'appelle Eau de Paris et on a 1200 fontaines et points d'eau partout dans Paris, sur l'espace public, dans les parcs et jardins. Et pour préparer ces jeux, Eau de Paris a lancé une super campagne qui s'appelle Ici je choisis l'eau de Paris. Donc on a 1000 commerçants qui se sont enregistrés sur une plateforme, qui sont visibles avec un petit sticker. Vous pourrez entrer dans une boulangerie, chez un fleuriste, dans un supermarché et vous remplissez gratuitement votre gourde. C'est hyper important. Des musées aussi parisiens se sont investis là-dedans. Il faut que la gourde ce soit un geste simple et facile à mettre en place. La RATP a commencé à s'y mettre, la SNCF aussi. Il faut qu'on puisse remplir la gourde partout. Et sur tous les sites de festivités, ça c'est un acquis aussi. On peut rentrer avec sa gourde. Il fallait qu'elle soit pas en verre, moins de 75 centilitres, mais c'était pas le cas avant. Donc ça c'est un acquis. Et il y avait des points d'eau aussi partout sur les sites de festivités. C'est hyper important parce qu'avec le réchauffement climatique, on a l'exemple en ce mois d'août, on a des vagues de chaleur de plus en plus importantes. Et là-dessus, j'anticipe aussi des éventuelles remarques sur l'obligation légale d'avoir des fontaines sur d'avoir des fontaines sur les établissements recevant du public de plus de 300 personnes. Et de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif pour vous n'est pas uniquement d'être dans un respect réglementaire et de la compliance, mais vraiment de rendre visibles ces points d'eau, d'en avoir plus, de sensibiliser aussi pour rendre le geste gourde le plus automatique. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser, de dire que c'est pas juste respecter la loi, c'est aller bien plus loin que ça. Et la campagne de communication d'Ici je choisis l'eau de Haute-Paris, à la fois Ici je choisis l'eau de Paris, mais aussi Be Parisian Drink Tap Water, montre aussi comment la ville souhaite toucher les touristes et les visiteurs et les visiteuses sur ce fameux geste gourde, quoi. Ça, c'est un point hyper important parce qu'en fait, beaucoup de touristes, de visiteurs étrangers, quand ils arrivent à Paris, viennent de pays où l'eau du robinet, des fois, ne se boit pas, en fait. Donc, ils n'ont pas le réflexe. J'avais l'exemple d'une délégation brésilienne que j'ai accueillie. Ça faisait une semaine qu'ils étaient à Paris. Je leur ai fait découvrir que l'eau de Paris était potable. Donc, ils ont vraiment halluciné, en fait. Mais du coup, ils n'avaient pas eu le réflexe. Personne leur avait dit, en fait, à l'hôtel ou dans les musées. Donc, ils étaient hyper surpris de ça. Et de faire savoir aussi, par exemple, que des points d'eau comme les fontaines Wallace, c'est ces fontaines historiques en fonte, en verre, avec des cariatides, qui sont magnifiques. L'eau est potable, ou les fontaines dans les jardins. Ça, les Parisiens le savent, mais pas les visiteurs externes, en fait. Donc, c'est de faire savoir, c'est hyper important. Ouais, complètement. Ça, c'est au niveau donc des Jeux Olympiques et donc Paralympiques aussi qui vont suivre. Ensuite, tu évoquais deux autres échelles auxquelles la ville va agir. Donc, il y a l'échelle de l'administration exemplaire. Tu parlais de 60 000 agents tout à l'heure et agentes. Et ensuite, au niveau du territoire. Est-ce qu'au niveau de l'administration, tu peux me dire un peu ce que vous faites ? Alors déjà, l'enjeu, c'est qu'on ait une très grosse administration, 60 000 agents municipaux, et c'est autant de compréhension ou de non-compréhension du sujet du plastique. Et avec des marchés transverses d'achat, la ville est un très gros acheteur public, donc on a une puissance aussi de transformation là-dessus. Le premier sujet, ça a été de former sur le sujet, d'informer les agents sur cette matière qui est un peu complexe quand même, parce qu'il y a plastique recyclé, recyclable, compostable, biodégradable, et puis la canette, est-ce que c'est du plastique? Voilà toutes ces questions que vous pouvez vous poser, et où est-ce qu'on trouve du plastique. Donc on a formé à la ville 1600 personnes depuis 2 ans en fait, ce sont des personnes qui du coup, c'est une formation assez costaud quand même de plus de 2 heures avec un petit livret qui leur permettent d'avoir les clés de compréhension et de pouvoir savoir quelles sont les solutions aussi bien dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie professionnelle quand ils doivent acheter des articles, organiser un événement.
interne, externe, voilà, et animer la vie de la direction. Donc la formation, c'était vraiment le premier sujet, et aussi de cadrer l'ambition. Donc on a produit ensemble avec Circulab un petit guide pour une administration exemplaire, qui était un petit guide qui a été beaucoup apprécié parce que c'était des cas d'usage. J'achète des articles pour ma direction, j'organise un événement, j'accueille du public. Qu'est-ce que je fais? Que dit la loi? Et qu'est-ce que je dois faire? Et quels sont les faux amis? Et c'est vraiment après d'accompagner les directions dans des projets très concrets là-dessus de réduction, mais ça prend du temps. Et là, on est encore en train de continuer à, entre guillemets, déplastifier la ville. Mais il y a déjà, je pense que le premier acquis, une acculturation assez large du sujet. Et des réflexes qui sont de plus en plus de savoir que la bouteille plastique, ok, c'est pas bien, le biosourcé, c'est pas bien non plus, entre guillemets, parce que ok, c'est fait à partir de plantes, c'est intéressant, on économise des gaz à effet de serre, mais ça reste un polymère qui dure des centaines d'années, que le compostable biodégradable, ce sont des fausses alternatives, et qu'il faut réduire, il faut favoriser l'eau de Paris. Donc ça, ce réflexe, il est de plus en plus acquis à la ville, et on est en train de modifier, par exemple, les marchés de boissons, de restauration, de traiteurs de la ville, mais c'est des choses qui prennent du temps long, parce que ce sont des marchés qui se préparent 2 ans à l'avance, voilà. Donc c'est pas un claquement de doigts, c'est une acculturation qui va continuer après les Jeux. Ouais. Ok. Et après, il y a également une action qui est quand même assez emblématique. On a notamment animé des visites pendant les Jeux pour les délégations dans ces espaces-là. C'est toute la restauration des agents municipaux, toute la restauration aussi publique, donc dans les maisons de retraite, dans les écoles. Là, il y a un gros travail qui est fait en collaboration avec d'autres directions à la ville. Mais voilà, là-dessus, il y a... Alors oui, et en plus, merci Justine, mais il y a tellement d'initiatives à la ville, c'est magique. Il y a, par exemple, il y a le plan alimentation durable. Donc la ville de Paris sert 30 millions de repas collectifs par an. Donc pour les enfants, dans les crèches, dans les EHPAD, voilà, pour les agents de la ville. Et dans ce plan alimentation durable, il y a une sortie de tous les plastiques, donc de préparation, réchauffe et service, en conformité avec la loi Egalim, et d'avoir aussi des ingrédients de qualité, de proximité, bio, et c'est un travail titanesque qui a été fait notamment avec l'association qui opère la restauration des agents de la ville, qui est passée par exemple sur la vente à emporter sur des modèles de contenants réemployables. C'était toute une acculturation avec des premiers tests, et voilà, le geste il est acquis aujourd'hui. Je citerai aussi l'exemple des crèches qui sont parties sur un plan santé dans le cadre des 1000 premiers jours des petits Parisiens, de protéger des perturbateurs endocriniens. Donc là, c'est vraiment une approche radicale d'éliminer les jouets en plastique, les biberons en plastique, tous les tissus synthétiques, pour éviter cette pollution ambiante qui est vraiment très dommageable pour les très jeunes enfants. Je citerai également le centre de production horticole de la ville de Paris, parce qu'on a un centre de production horticole à Rungis qui produit des centaines de milliers de plantes pour les parcs et jardins parisiens. Eux, ils sont partis du coup sur l'élimination des pots en plastique, parce qu'on a une consommation énorme de pots en plastique. Je crois que c'est 900 000 par an. Et du coup, avec des tests sur des pots en sciure de bois fabriqués dans les Vosges, biodégradables. Et on s'est même aperçu que à travers ces pots, en fait, le système racinaire des plantes se développait encore mieux, que la plante prenait encore mieux en terre. Donc c'est génial. Après, il faut tout adapter, le système de mécanisation, voilà. Donc il y en a aussi des directions qui sont très fer de lance sur des sujets de réduction massive du plastique, parce que le plastique est absolument partout, au-delà de la boisson et de la restauration. Ouais. Et le troisième niveau, c'est les territoires, le territoire, pardon, et les acteurs privés. C'est une information qu'on n'a pas forcément en tant que citoyenne ou citoyen, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'une ville comme la ville de Paris en France et en Europe peut forcer ou non l'adoption ou la mise en place de certaines bonnes pratiques. On va avoir la ville de Lausanne, la ville de Berkeley, qui vont pouvoir du coup interdire ou parfois qui vont pouvoir agir de manière très différente que nous à Paris. Vous ne pouvez pas interdire dans l'espace privé, vous pouvez pas interdire le commerce de proximité de vendre des bouteilles d'eau. En revanche, vous pouvez agir au niveau de l'espace public. Donc ça, c'est peut-être un premier point dont tu vas pouvoir nous parler, c'est quel est le levier sur l'espace public pour faire transitionner, faire évoluer les pratiques des entreprises. Et la deuxième chose, c'est aussi comment est-ce que vous incitez les entreprises à passer à l'action. C'est une question qui est absolument fondamentale, et nous, dès qu'on a lancé l'ambition zéro plastique, on a tout de suite regardé ce qui se faisait à l'étranger. Et on s'est dit, c'est trop dommage, on peut pas faire comme San Francisco et Berkeley, parce que, voilà. Et c'est vraiment aussi une demande
de certains Parisiens. Mais pourquoi vous interdisez pas? On peut pas. On n'a pas le pouvoir, la compétence d'interdire. Donc, on a 3 leviers d'action sur le territoire parisien. C'est déjà d'accompagner les usagers. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est le geste de la gourde. Et c'est une responsabilité, nous, dans nos équipements municipaux. On est toujours en phase de transition là-dessus. Mais dans les équipements sportifs, les bibliothèques, voilà, de favoriser le geste de la gourde dans nos musées. Et au-delà de le favoriser sur les espaces auprès des commerçants. Il y a l'espace public et comment on accompagne le tissu commerçant privé, en fait, le tissu économique dans cette transition-là. Alors, on a quand même une compétence, c'est l'espace public. On peut autoriser l'occupation de l'espace public sous condition à la ville de Paris. On accueille chaque année 5000 événements sur l'espace public. Alors, c'est grands festivals, défilés de mode, tournage de cinéma, événements commerçants, les marchés, un des 72 marchés découverts parisiens, les petites fêtes de quartier. Donc nous, on peut autoriser cette occupation de l'espace public sous condition. Et on a déjà décidé de travailler sur un premier usage qui est très emblématique, mais et symptomatique de l'usage du plastique, c'est les courses sur route. C'est un 5 km, un 10 km, un marathon. On a à peu près 50 courses sur route par an à Paris. Et 650 000 personnes, des Parisiens, non parisiens, qui pratiquent ces courses sur route parisiennes. Et il y a vraiment un standard dans ces courses sur route, il faut boire de l'eau parce qu'on fait du sport, on s'échauffe, surtout pour un marathon, il faut boire beaucoup d'eau. Et bien, tous les points de ravitaillement, qui sont à peu près tous les 5 km, sont avec des bouteilles plastiques à usage unique, à l'exception du modèle du trail où là vraiment ils ont une autre dimension, on est en autonomie. Et vraiment ces bouteilles plastiques, c'était hyper choquant parce que après un marathon de Paris, c'est 800 000 bouteilles qui sont par terre sur la chaussée, donc c'est les services de nettoiement de la ville de Paris qui du coup nettoyaient tout l'espace public pour le rendre propre, mais c'était des images vraiment catastrophiques de chaussées jonchées de bouteilles plastiques en fait. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille le sujet et là juste après les Jeux, Mesure Héritage, toutes les courses parisiennes seront zéro plastique. Donc c'est 2 ans qu'on travaille, qu'on accompagne les organisateurs de courses. On a eu la première édition du marathon pour tous, donc qui était vraiment une épreuve grand public entre le marathon hommes et le marathon femmes qui a eu lieu la nuit du 10 au 11 août, qui était donc avec une distance marathon et une distance 10 km. 40 000 personnes qui ont couru dans Paris, du grand public, avec des points de ravitaillement qui étaient avec des gobelets réutilisables. Donc on a économisé pas loin de 500 000 bouteilles plastiques. Donc ça, on l'a travaillé avec le comité d'organisation. Et l'héritage, c'est que dès le mois de septembre, toutes les courses sur route à Paris auront pour interdiction de mettre à disposition des bouteilles en plastique pour les points de ravitaillement. Des bouteilles en plastique, mais aussi des gobelets jetables. Le gobelet carton, c'est aussi un faux ami. Le gobelet, il est pelliculé avec du plastique et ça reste un emballage jetable qu'on veut éviter. Donc les points de ravitaillement, si vous êtes coureur, rassurez-vous, vous allez continuer à boire. C'est de l'eau de Paris ou ça peut être de l'eau de source, il y a un minéralier en citerne, en camion citerne ou en grand contenant, mis dans des gobelets réutilisables. Voilà. Et du coup, ces gobelets seront lavés et réutilisés. La ville de Paris accompagne les petites courses, celles de moins de 2000 participants. Donc on accompagne sur un accès gratuit à l'eau pendant 2 ans et on s'est équipé d'une flotte de 100 000 gobelets réutilisables qu'on prête à tous les organisateurs. Je vous donne rendez-vous le 13 octobre prochain pour les 20 km de Paris, qui est une des 3 grandes courses parisiennes, où les 35 000 coureurs vont se lancer pour un 20 km sans plastique à usage unique. Et là, c'est vraiment un changement de pratique majeur. Et pour ces 50 courses, on va économiser, réduire, supprimer plus d'1 million de bouteilles de plastique par an, 20 tonnes de plastique. Donc ça, c'est un changement majeur. Et ce qu'on veut faire l'année prochaine, c'est mettre en place une nouvelle charte des événements éco-responsables, donc de sortir aussi de l'événementiel sportif et de l'appliquer aux 5000 événements sur l'espace public parisien et de mettre des conditionnalités, donc il y a aussi des conditions de limiter la pollution sonore, lumineuse, mais aussi de mettre du zéro déchet, du zéro plastique à usage unique sur les grands événements, les événements commerçants, voilà, sur plusieurs typologies d'événements et d'arriver d'ici à 2028-2030 que les 5000 événements à Paris soient en mode zéro plastique à usage unique. Et là, on va faire aussi une réduction assez drastique des déchets produits sur l'espace public et une manière de célébrer, de profiter de l'espace public autrement. Donc, ça, c'est vraiment sur l'espace public. Ok.
Donc, tu nous présentes là tous les leviers sur l'espace public. Je pense que c'est fondamental ce conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent en collectivité et pour se rendre compte aussi de ce qu'il est possible de faire. Par ailleurs, l'espace public, c'est aussi un moyen de mobiliser les kiosquiers, les commerçants. Est-ce que tu peux nous en dire d'ailleurs un petit peu plus sur comment est-ce que vous mobilisez ces commerçants, à la fois celles et ceux qui occupent l'espace public, les kiosquiers, etc., mais aussi tous les autres, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants. D'ailleurs c'est le cœur de notre collaboration, Justine. Donc merci de soulever le point. Effectivement, donc on travaille avec des commerçants qui occupent le domaine public parisien et qu'on autorise, avec qui on est en contrat. Donc là, il y a une relation contractuelle qui se met en place et c'est beaucoup plus simple. Mais les commerçants, même privés ou qui occupent le domaine public, comme les kiosquiers, ils ont les mêmes interrogations que vous et moi. C'est quoi le plastique? Est-ce que recycler c'est bien? Est-ce que biosourcer c'est bien? Compostable, une canne. Bon, j'arrête les bouteilles plastiques, je mets une canette d'eau. Ça me semble pas trop mal en termes de RSE parce que les commerçants, c'est comme nous au quotidien, ils ont pas le temps. Ils ont un business à faire tourner, donc ils ont besoin surtout d'informations et d'être accompagnés et d'avoir les bonnes solutions, les bons fournisseurs, parce que c'est compliqué d'aller chercher ces informations parmi toutes les informations qui existent déjà, et des fournisseurs qui sont un peu mensongers aussi sur des allégations, très clairement. Donc le rôle de la ville de Paris, et merci du coup à Circulab de nous accompagner là-dessus, c'est vraiment de fournir un cadre d'information. Donc on a créé un site web qui s'appelle le Paris du zéro plastique, dans lequel on fournit cette information. On a 1500 établissements qui profitent en tout cas de ce réseau-là, et c'est accessible à tous. Et pour aller un peu plus loin, on a créé un label zéro plastique pour accompagner et auditer et récompenser ceux qui vont vraiment dans une démarche de réduction beaucoup plus marquée. Mais la première étape et le premier besoin des commerçants, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils ont besoin d'être accompagnés, très clairement. Donc c'est là-dessus qu'on offre un cadre. Et la ville, en plus, elle est vraiment partie de parti pris que les alternatives pour beaucoup existaient, que l'expérimentation et les retours d'expérience existaient aussi, et donc de partager tout ça, ce qui permet aussi de favoriser le pair à pair entre les commerçants, ce qui permet aussi de les connecter entre eux, et donc vous de vous faire gagner du temps, c'est-à-dire de pas créer un lien de dépendance il faut que vous nous appeliez à chaque fois pour savoir si telle ou telle chose est bien, à travers tous ces outils que vous déployez, aussi ateliers, conférences, etc. Ça permet aussi aux acteurs de se rencontrer entre eux et puis de progresser collectivement. Oui, il y a beaucoup de solutions qui existent déjà et des solutions opérationnelles, et du coup un hôtel qui va rencontrer un gérant hôtelier qui a déjà mis en place des solutions zéro plastique dans sa salle de bain, dans l'accueil des visiteurs, et d'avoir le retour d'expérience, c'est hyper précieux. C'est ça dont ont besoin en fait les commerçants aujourd'hui, c'est du retour d'expérience entre pairs et d'avoir un panel de solutions de quels sont les fournisseurs un peu clean entre guillemets sur les solutions proposées, et quel est le cadre réglementaire que je dois respecter aussi. Donc là, tu nous as présenté tout ce que fait la ville avec passion, et ça, on y reviendra aussi, sur qu'est-ce qui te permet toi de mener tout ça de front. Peut-être une question avant, moi, qui que j'ai envie de te poser. Est-ce que ce que fait la ville, cette ambition et toutes les actions mises en place et l'intérêt des acteurs, c'est assez exceptionnel, unique et rare, ou est-ce que tu as l'impression que ça s'inscrit quand même dans un mouvement global international avec plus en plus de villes qui passent à l'action, de plus en plus d'entreprises? Est-ce qu'on est dans notre petite bulle ou pas? On est dans un mouvement national déjà tout d'abord, parce qu'il y a plusieurs métropoles, Nantes, Lyon, Rouen, d'autres villes, Marseille, Nice, qui se saisissent du sujet et on dialogue avec eux, mais aussi au niveau européen et international. Tu as cité Lausanne, il y a aussi Berlin, il y a Bruxelles avec qui on discute beaucoup, qui vont dans la même direction que nous, à interdire des plastiques sur des événements, développer le réemploi, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience progressive. Peut-être que la ville de Paris est parti un peu plus tôt sur cet objectif de réduction dès 2018-2019, mais il y a une prise de conscience globale là-dessus, et on s'aide beaucoup entre collectivités françaises et européennes parce qu'on a les mêmes contraintes et on a beaucoup de partage d'expérience là-dessus, donc c'est très précieux. Et donc toi, tu es quand même assez optimiste sur le fait que notamment en ville, dans ces grandes capitales européennes, mais aussi en métropole, pas forcément capitale, tu es assez optimiste sur le fait que les pratiques commencent à évoluer, les consommatrices et consommateurs commencent aussi à avoir de plus en plus d'offres
alternatives au plastique à usage unique? Alors, je dirais que optimiste, oui, mais on est juste au tout début du chemin pour un changement massif de pratique et il faudrait vraiment qu'on ait un cadre national et européen qui est indispensable, qui est un outil indispensable pour emmener les grandes entreprises de biens de consommation de masse à proposer des alternatives très importantes, emmener les distributeurs pour systématiser des alternatives dans tous les points de vente avec des offres en vrac et réemploi. Donc, le cadre des collectivités est hyper important pour booster, mais on pourra rien faire sans le niveau national et international, enfin européen. Et avec le traité international plastique à venir, on l'espère. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui va te permettre, on entend là, moi je le vois aussi, mais les personnes qui nous écoutent le voient pas forcément. T'es assez passionné par ce sujet-là, tu sais beaucoup de choses, donc t'es un puits de savoir aussi sur le plastique, ses alternatives, les fausses bonnes idées, etc. Qu'est-ce qui va te permettre de mener à bien et de continuer à progresser, hormis évidemment cette passion et cet intérêt-là, à la fois toi au quotidien dans tes missions, mais j'imagine aussi qu'est-ce qu'il faut pour qu'une ville puisse avancer? Alors, plus de savoir, merci, mais je connaissais rien au sujet il y a 5 ans. C'est vrai que le sujet du plastique, il est absolument tentaculaire et on apprend, mais tous les jours, tout le temps. Et je remercie d'ailleurs toutes les associations, les experts, les scientifiques qui m'ont appris, qui continuent de m'apprendre sur le sujet parce que c'est vraiment d'une infinie complexité. Moi, ce qui me fait avancer, clairement, c'est de continuer à mettre en œuvre des projets opérationnels et de voir les résultats. Parce que aussi d'être en mode expérimentation, donc de démonter des obstacles, qu'on pense, par exemple, sur les courses sur route. Vraiment un projet qu'on souhaitait voir aboutir, mais il y a eu beaucoup d'obstacles psychologiques. Les coureurs vont se blesser avec les gobelets réutilisables, ils vont marcher dessus, ils vont tomber, ils vont se casser la jambe. Les coureurs vont pas prendre le gobelet, ça va produire plus de déchets, l'eau va pas être de bonne qualité. Il y a un risque sur la déshydratation qui est réel. Enfin, par exemple sur le marathon de Paris 2025, on va multiplier par 2 les points de ravitaillement. Parce que quand on fait un marathon, on a besoin de 3 à 4 litres d'eau, c'est un fait. Donc du coup, il faut être beaucoup à l'écoute du terrain. Donc moi, ce qui me booste vraiment, c'est d'être au plus proche de l'opérationnel, d'accompagner la transition au changement et de voir les résultats. Quand on voit des résultats, après, c'est tout ce que tu soulignais, Justine, c'est l'échange entre pairs, vous avez réussi ça, comment on peut le dupliquer, voilà. Et il y a quand même beaucoup d'acteurs de terrain qui mettent en place des choses. Je voudrais par exemple saluer sur l'événementiel sportif le travail qui est fait par la Fédération française de tennis qui depuis 2021 a emmené ses internationaux, les athlètes, sur du zéro bouteille plastique, malgré les craintes, les risques de dopage. On aurait voulu aller plus loin dans le cadre des Jeux sur les athlètes, ça n'a pas été possible pour X raisons, mais que cette fédération s'engage, ça interroge les autres fédérations. Donc il faut vraiment saluer aussi ce rôle des défricheurs de terrain qui du coup après inspire d'autres éléments. Donc voilà. Ça me fait penser à un acteur qu'on avait rencontré dans le 15e arrondissement, c'est le club de volleyball de l'Amicale Camus, où en fait il y a donc le président du club qui depuis plus d'une dizaine d'années, je sais plus combien d'années, est très engagé. Et lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'il a interdit les bouteilles d'eau aux pratiquantes et aux pratiquants du volley dans son club il y a plusieurs années déjà, et que grâce à ça, il a fait remonter progressivement à la fédération française de volley cet engagement-là. Et donc là où la FFT, ça part de la Fédération française de tennis, et ensuite ça va alimenter les clubs de tennis locaux, comme on l'a vu aussi dans le 14e, etc. Là, c'est venu de ce président et de sa femme au niveau du club, et c'est remonté au niveau national. Donc c'est ça qui est aussi super intéressant, c'est de voir comment est-ce que les acteurs parisiens peuvent aussi faire remonter pour accélérer les choses au niveau national. Et là, ça reste de l'opérationnel. Je pense que l'objectif, dans cette transition du zéro plastique, c'est juste de montrer que c'est possible. Par exemple, sur les Jeux Olympiques, on voulait aussi montrer sur le site de festivité, la terrasse des Jeux, qui était un site majeur à Hôtel de Ville, de montrer que c'est possible de célébrer les Jeux, passer un super bon moment sans plastique à usage unique, et on s'en rend même pas compte, et c'est indolore, par exemple. Ou un autre acquis, mais c'est un autre parallèle, sur tous les sites de festivité de compétition de Paris 2024, il y avait 0 alcool. C'est un changement majeur, ça. Et on a tous passé un super moment, tous encouragé les athlètes français internationaux. On n'a pas besoin de ça pour célébrer aussi. C'est des changements de pratique et de montrer juste que c'est possible et d'ouvrir la voie, en fait. C'était ça. Et quels sont donc là, tu expliquais ce que toi te permet d'avancer, ces projets opérationnels. Quelles sont, selon toi, les conditions pour qu'un territoire, en France, on va dire, puisse
progresser à l'instar de la ville de Paris? Alors le point de départ, c'est une volonté politique. Clairement, là, du coup, ce que j'avais cité en introduction, c'est la volonté de la maire de Paris de faire de ces Jeux un accélérateur de politique publique, de porter un sujet de transition écologique hyper fort sur le territoire parisien. Donc il y a vraiment la question du zéro plastique, il y a la question des mobilités douces. On a vu que le vélo, c'était un succès pour ces Jeux, avec des parkings à vélo, 60 km de pistes cyclables en plus pour les olympistes pour le vélo. La question de prévoir, d'anticiper le réchauffement climatique avec, on a vu, tous les sites de la ville de Paris, les 17 sites de festivités étaient avec des espaces ombragés pour profiter des Jeux sur grand écran, des brumisateurs, anticiper les vagues de chaleur. Donc c'est vraiment d'anticiper le Paris de demain. Donc c'est une volonté politique forte et un projet mobilisateur. C'est aussi là où les Jeux olympiques et paralympiques ont vraiment servi d'accélérateur. Donc une volonté politique, et puis j'imagine aussi, comme tu l'évoquais, le fait d'avoir un écosystème d'acteurs à la fois porteurs de solutions, oui, mais également volontaires qui permettent de montrer l'exemple et d'ouvrir la voie, quoi. Tout à fait, ouais. Et alors, à l'inverse, quels sont un petit peu les principaux freins, je dirais, enfin c'est la question un petit peu habituelle, mais les grandes contraintes que tu peux rencontrer qui vont soit freiner le passage à l'action, le compliquer, particulièrement dans un territoire où on a autant de touristes, un territoire où on a aussi autant d'entreprises qui sont à échelle pas uniquement locale mais nationale, et puis où voilà, les Parisiennes, je sais pas si plus que les autres, mais on est un peu réfractaires au changement. Donc comment est-ce que face à ces freins-là et ces contraintes-là, déjà quels sont-ils et comment est-ce que tu arrives à les... Je dirais le premier frein, c'est la méconnaissance du sujet et la méconnaissance de l'enjeu sanitaire du plastique pour nous, êtres humains, déjà. On ne sait pas à quel point ça nous affecte au quotidien dans notre santé et ça va affecter les générations futures parce qu'on empile des couches de plastique sur la croûte terrestre, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir, que verront les archéologues de notre société? Il y aura l'impact carbone et la couche de plastique qu'on va laisser, je pense. Mais c'est la méconnaissance du sujet et comment et comment agir en fait, parce qu'on peut être aussi démuni. Et donc c'est vraiment la transmission de l'information et de montrer que c'est possible, parce qu'il peut y avoir le premier réflexe, ah oui mais c'est compliqué, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Je vois beaucoup le sujet avec la transition des services de la ville de Paris, c'est pas la priorité, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Voilà, c'est de montrer que ça peut être simple et possible de le faire, par exemple sur les courses zéro plastique, sur les zones de festivité de la ville de Paris, et d'inspirer en fait, tout simplement. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi avec donc évidemment la collaboration qu'on a, et puis dans la vision que toi tu en as, c'est dans les solutions que vous allez proposer. Si je reprends l'exemple des commerçants, en lien avec cette notion de on peut y aller, ça coûte pas forcément très cher. Si on prend l'exemple d'une crêperie locale, vous allez commencer par dire ce que vous pouvez faire en tant que crêperie, c'est informer le consommateur qui peut venir avec son contenant. Déjà. Ça vous coûte rien. Ça, c'est de l'information, vous n'avez rien à faire. Deuxième chose, une fois que vous avez informé, donc comme l'eau, enfin je veux dire ici l'eau est potable, ça ne te coûte rien en tant que commerçant. Ensuite, ça va être d'inciter ton client ou ta cliente en disant si vous venez avec votre contenant, vous avez 5 centimes, 10 centimes, 10 euros, 2 centimes, peu importe, de réduction. Ça commence à vous coûter un petit peu économiquement, mais vous incitez. Et ensuite, le troisième niveau, ça va être de vous-même proposer l'alternative, donc de mettre à disposition le contenant réemploi. Et en fait, il y a quand même une forme de lucidité dans les propositions d'alternatives qui sont offertes à la fois aux agents, à l'administration, mais aussi aux acteurs privés, sur commençons, comme tu dis, par informer, ensuite inciter l'adoption des bonnes pratiques, et enfin, soit forcer et ou contraindre, soit sinon proposer en fait l'alternative. Ce que tu soulignes, c'est hyper intéressant, c'est que, et ça c'est une des clés de la réussite, c'est de s'adapter au langage de l'écosystème. C'est-à-dire que là où ça fonctionne bien, pour les commerçants, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça va rapporter comme chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça coûte déjà en temps, en argent, en service de personnel, et qu'est-ce que ça va apporter comme service. Et ce qu'on montre aussi dans l'accompagnement du pari du zéro plastique, c'est qu'on crée de la fidélité, on crée de la qualité de service, d'informer, d'avoir moins 50 centimes, moins 30 centimes si tu apportes ton contenant, ou je te prête une tasse et tu la ramènes, ou je mets à disposition, c'est peanuts en fait, mais tu crées de la qualité de service. Sur les courses sur route, c'est aussi de s'adapter à l'enjeu sportif, athlétique, la sécurité du coureur, l'hydratation
hydratation, d'avoir une bonne perception que ça va pas altérer ma performance, que je vais courir en sécurité, que je vais être bien hydratée. Donc, il faut s'adapter au vocabulaire aussi, aux contraintes de chaque milieu. Ce que je te propose, ça va être de venir à notre petit travail prospectif qu'on fait habituellement dans tous ces interviews dans Radio Circulab. Comme tu l'as expliqué, ça fait donc 3 ans que toi tu pratiques ces sujets sur le terrain, que tu t'informes, que tu formes. Si tu te projetais dans quelques dizaines d'années et que tu parlais à tes petits-enfants, comment est-ce que tu leur raconterais l'histoire de cette transition de la ville vers le zéro plastique et usage unique et de ton rôle dans cette transition? Super question. Je pense que ce que j'aimerais bien leur transmettre, c'est comment on consommait à notre époque, comment on consomme à notre époque, et je pense qu'on aurait une super victoire si eux étaient étonnés, ils portaient un regard un peu ahuri sur ah ouais, il y avait des pommes potes avec du plastique qu'on consommait à chaque fois et qu'on jetait, on avait des bouteilles d'eau plastique, et que ce réflexe soit complètement abandonné aujourd'hui, qu'on soit revenu à un réflexe de sobriété, parce que c'est vraiment l'enjeu, hein, c'est comme sur le climat, il faut consommer moins d'énergie, il faut consommer moins de plastique, il faut consommer moins de matière, mais tout en étant plus heureux aussi d'avoir moins de matière, ce serait l'enjeu. En fait, qui porte un regard un peu ahuri sur notre dépendance à la matière. Que ce soit énergie, pétrole, plastique, parce que voilà, donc ce serait de transmettre ça, et qu'on ait d'autres manières de vivre, de jouer, d'être moins accro aux goodies, voilà, à toutes ces choses-là, ouais. Tes petits-enfants qui sortiront du marathon. Exactement. Et qui diront quoi sur le marathon, il y avait des bouteilles d'eau, mais c'est pas possible. Et si on fait un exercice un peu inverse, là, si tu te donnais des conseils au début de ton aventure, donc c'est-à-dire on va remonter à 3 ans, avant d'arriver sur cette mission à la ville, quels seraient un petit peu les conseils que tu te donnerais à toi et qui pourraient être aussi des conseils utiles à toute personne qui aurait la même mission que toi ailleurs? Alors, la première chose, quand je suis arrivée à la ville il y a 3 ans, ça a été de cadrer le sujet. C'est hyper important, parce qu'en fait, il y a beaucoup, malheureusement, sur la définition de ce qu'est un plastique à usage unique. Vous parlez avec le lobby de la canette. La canette en aluminium ou en acier n'est pas un plastique à usage unique. Et d'ailleurs, c'est le cas au niveau de la définition européenne, hein, sur la directive de single-use plastique. Donc en fait, on peut partir dans plein de directions différentes. Et c'est d'être super au clair là-dessus. Et ça, je pense que ça a été un de mes points de force, parce que j'avais fait ce passage dans l'agroalimentaire, et que on a pris le temps ensemble de définir ce qu'est un plastique à usage unique, parce que quand je suis arrivée à la ville, il y avait encore des ambiguïtés sur est-ce qu'un plastique compostable est acceptable ou pas. Mais c'était aussi encore en incubation du côté de l'ADEME, par exemple, qui a publié un avis assez clair il y a 1 an et demi sur le sujet. Le plastique compostable n'est pas une alternative viable, en fait. D'ailleurs, on n'a pas de filière de compostage de plastique en France. Donc le premier truc, c'est vraiment d'être très au clair sur qu'est-ce qu'un plastique à usage unique, qu'est-ce qui est éligible ou pas, parce que du coup après ça évite beaucoup d'incompréhension, parce les fournisseurs actuellement proposent des gobelets dits en canne à sucre, on a des chaussures dites véganes en céréales de maïs, sauf si marqué chaussures véganes en plastique, ça ne marcherait pas autant. Donc on a plein de choses qui sont faites avec du faux plastique, ou voire même les paillettes dites zéro plastique, si la paillette pardon c'est du plastique biosourcé en fait. Donc il y a vraiment de fausses alternatives qui sont présentes vachement. Donc c'est de cadrer le sujet et de pas hésiter à aller encore plus loin, parce que vraiment quand je regarde à 3 ans en arrière, j'aurais jamais cru qu'on arriverait à développer tous ces outils. Et je pense que si j'avais cette vision qu'on aurait pu arriver à ce résultat-là 3 ans après, je me suis dit j'aurais dû pousser encore plus loin. Voilà, pour obtenir encore plus. Voilà, de dire dans les négociations, de dire on fera pas 8 sites de compétition, de dire c'est déjà pas mal, mais on fera les 11 et on lâchera pas. Voilà, bon après des fois on est humain, on est un peu fatigué, mais de se dire on peut aller encore plus loin. Est-ce que c'est possible? En tout cas, maintenant qu'on sait que 8 c'est possible, tous les autres 11, voilà, passage de relais à Los Angeles, c'est ça. Ok, écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'espère que ça l'était aussi pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont pris plaisir à entendre tout ce qui est fait, et surtout j'espère que ça vous a donné envie de venir visiter Paris et de découvrir toutes ces bonnes pratiques. Rendez-vous donc le 13 octobre pour les 20 km.
Rendez-vous aussi sur le site paris.fr où vous avez une page qui présente tout ce qui est fait et les rapports annuels sur les Europlastiques et usages uniques. Et si vous êtes acteur, commerçant, hôtelier ou que sais-je, rendez-vous sur pariseuroplastique.fr. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter, Lila, avant qu'on se quitte? Juste merci Justine de m'avoir proposé cette conversation, c'était très agréable. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à toi d'être venue. Bon été, repose-toi bien avant les Paralympiques. Et puis, au revoir à toutes et tous et à bientôt. Merci à tous.